Peut-être que tu épargnes depuis un bon moment et que tu as réussi à te constituer une jolie petite somme. Ou peut-être que tu as eu la chance de recevoir de l'argent inattendu. Et tu te retrouves aujourd'hui avec un capital qui peut te permettre de venir voir en cas de problème, mais pas t'assurer un revenu complémentaire ou des projets vraiment très importants. Disons que tu as 50 000 euros. C'est pourquoi ces 50 000 euros, tu voudrais les faire fructifier, tu as peut-être des idées en tête et pourquoi pas même te créer un revenu complémentaire pour une retraite ou une retraite anticipée. Et peut-être que tu as aussi un certain temps devant toi, ce qui te fait penser que oui, c'est possible de développer ces 50 000 euros et tu as tout à fait raison. Alors le problème maintenant, c'est exactement comment faire? Évidemment, la solution de facilité, ça serait de placer ces 50 000 euros sur un fonds euro. C'est simple et comme le capital est garanti, tu ne risques pas grand-chose. Mais justement, tu ne vas pas gagner grand-chose non plus, ou presque. Sur 20 ans, avec une performance de 2,5%, qui est la performance moyenne des fonds euros ces 20 dernières années, tu auras gagné à peine 32 000 euros en passant de 50 000 à 81 931 euros. Alors oui, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais clairement, il y a très peu de chances que l'on retrouve des rendements de 4,5 ou 5% ou plus du début des années 2000. D'autant que tu pourrais faire bien mieux que ça. Par exemple, 9%, qui n'est pas un rendement si extraordinaire avec suffisamment de temps devant soi, la différence est énorme. À l'arrivée, en 20 ans, tu auras gagné 7 fois plus. Et là, c'est si tu te contentes de mettre ces 50 000 euros sans rien ajouter. Maintenant, si je refais le même comparatif en ajoutant cette fois-ci 350 euros par mois, sur le fonds euro, les intérêts perçus sont à peine supérieurs à ton capital de départ. Alors que sur le portefeuille à 9%, les intérêts explosent. En 20 ans, tu atteins le demi-million. Évidemment, c'est ça le but d'un placement rentable, faire que ton argent travaille pour toi et te rapporte le maximum, en ayant le niveau de risque optimal pour ton profil et ton horizon de placement, c'est-à-dire le temps que tu as devant toi. Alors bien sûr, tu pourrais être tenté d'aller voir ton banquier. C'est vrai, c'est un professionnel et donc forcément, il sait quoi faire avec ton argent. Alors ça peut sembler être une bonne idée, mais le fait est que les banquiers, s'ils sont des professionnels, sont aussi et peut-être avant tout des intermédiaires. Des intermédiaires qui ne travaillent pas gratuitement, qui se payent au passage. Tu t'en doutes, le fait que ton banquier s'occupe de ton argent pour toi, ce ne sera pas gratuit et ce sera même cher, très cher, 2 à 3%, voire parfois plus, sur ta performance. Et voilà comment ça va se traduire. Comme je le disais, c'est sur ta performance et donc ta performance va baisser d'autant. Là, j'ai pris un pourcentage classique, 2,5%. À l'arrivée, c'est plus de 100 000 euros de frais supplémentaires que tu auras laissés à ton banquier. Alors bien sûr, tu te dis peut-être aussi que investir en bourse par soi-même, c'est compliqué. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement faux. Le fait de penser que investir en bourse par soi-même, c'est compliqué, c'est faux, tout simplement. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de décider, pour commencer, de prendre ses finances en main par soi-même et de se former. Alors bien sûr, quand je te parle d'investir en bourse, je te parle pas d'investir en bourse en mode trading, en mode loup de Wall Street. Je te parle d'une gestion bon père de famille. Alors qui certes est moins sexy à entendre, mais qui est beaucoup plus efficace et qui surtout va emmener ton patrimoine vers tes objectifs, vers là où tu veux aller. Et aujourd'hui, je te propose donc une vidéo avec un plan clair en 6 étapes pour investir ces 50 000 euros. Donc on va vraiment prendre les choses étape par étape. On va commencer par mettre en place ta stratégie et on va arriver jusqu'à la fin où je te proposerai 2 allocations sur différents horizons de placement. Donc tu sauras exactement quoi faire. Alors comme d'habitude, si tu veux suivre plus facilement la vidéo et même plus que ça, puisque tu vas avoir des informations supplémentaires, je t'ai préparé un grand fichier bonus. Donc dans ce grand fichier bonus, tu retrouveras à la fois les 2 allocations qui sont présentes dans la vidéo, qui sont présentes à la fin de la vidéo, mais c'est pas tout puisque tu auras aussi une liste complète d'ETF, à la fois d'ETF de rendement, à la fois d'ETF sécuritaires, à la fois d'ETF alternatifs aussi, pour pouvoir justement insérer dans ces allocations. Donc ce fichier bonus, il va beaucoup plus loin que la vidéo. Si tu veux avoir vraiment toutes les informations complètes, je t'invite à le télécharger maintenant. C'est le premier lien dans la description et c'est totalement gratuit. Alors la première étape, c'est justement de déterminer la stratégie que tu vas mettre en place pour investir ces 50 000 euros. Et moi, ce que je te propose, c'est de mettre en place une stratégie dite buy and hold. Donc buy and hold en français, qui se traduirait par
acheter et conserver. Donc c'est une stratégie qui, comme son nom l'indique, consiste à acheter des actifs comme des ETF et à les conserver sur un temps relativement long, donc ça peut être moyen à long à très long. Et ça, peu importe les fluctuations du marché à court terme. On n'essaie pas du tout de prévoir les hausses ou les baisses, on est juste patient. Cette stratégie repose sur un fait simple, c'est que le marché boursier tend à croître sur le long terme, même s'il traverse des phases de baisse ou de volatilité. Les crises sont temporaires et sur plusieurs années, les marchés finissent toujours par remonter et progresser davantage. Tu peux le constater ici avec les 4 indices boursiers du graphique, le Stock Europe 600, le MSCI World, le SP500 et le Nasdaq 100. Ils ont tous un rendement positif sur une longue période, malgré des crises de 2008 et de 2020-2022. La stratégie Buy and Hold comprend de nombreux avantages et surtout, elle s'adapte très bien à l'investissement en bourse pour un particulier. Premier avantage, c'est la simplicité. Tu n'as pas besoin de suivre les infos sur les marchés en permanence ou d'analyser des graphiques complexes. Une fois ta stratégie et les actifs choisis, il te suffit de laisser faire le temps en rééquilibrant seulement de temps en temps. Deuxième avantage, c'est la tranquillité. Même si les baisses de marché ne font jamais plaisir, cette stratégie t'évite de paniquer et de vendre en urgence sous la pression émotionnelle. Bref, elle t'évite les erreurs classiques des investisseurs débutants et impatients. Troisième avantage, c'est le fait que tu vas payer beaucoup moins de frais car tu réduis fortement les transactions et donc tu vas économiser sur les frais de courtage qui peuvent revenir vite très cher. Et on l'a vu juste avant, les frais, c'est vraiment, toutes les formes de frais, c'est vraiment ce qui rogne ta performance, donc autant les éviter au maximum. Et enfin, évidemment, cette stratégie est tout à fait adaptée pour profiter au maximum de l'effet des intérêts composés et je répéterai jamais assez, quand tu es un particulier et que tu veux investir en bourse, la chose centrale, le point central qui va faire grossir ton capital, ton patrimoine, c'est justement le fait de surfer sur cet effet des intérêts composés, sur cet effet boule de neige des intérêts composés. Une fois que tu as déterminé ta stratégie et que tu sais quelle stratégie tu vas mettre en place, le deuxième point crucial aussi, c'est le fait de déterminer ton horizon de placement. Donc l'horizon de placement, c'est très simple, c'est le moment où cet argent, donc cette épargne d'investissement, il y a plusieurs types d'épargne, mais cette épargne d'investissement que tu vas investir donc en bourse, pendant combien de temps tu vas l'investir sans avoir besoin de la récupérer. C'est ça ton horizon de placement. Donc typiquement dans l'investissement en bourse, on va les classer en 3 catégories, même si évidemment il peut y avoir des nuances. Court terme qui sera de 3 à 7 ans, moyen terme qui sera de 7 à 15 ans et long terme 15 ans, 20 ans et plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton horizon de placement, c'est ta boussole pour savoir concrètement comment tu vas investir sur quel type d'actifs. Donc comme je te disais, sur quel type d'actifs, des actifs plus ou moins risqués, plus ou moins volatiles. Si ton horizon est court, il faut évidemment privilégier les actifs plus sûrs pour éviter ou limiter les pertes grâce à une faible volatilité. La deuxième chose, ça va être les supports, puisque certains supports offrent des avantages fiscaux qui se débloquent avec la durée. Sur le court terme, typiquement, tu n'as pas vraiment d'avantage, mais à partir de 5 ans, tu es exonéré d'impôts sur tes gains sur le PEA. Et à partir de 8 ans, tu bénéficies d'un abattement fiscal sur l'assurance vie. Maintenant qu'on a posé les bases, la troisième étape, ça va être concrètement de savoir sur quel type d'actifs, évidemment, tu vas investir. Ça, ici, c'est ma philosophie. Alors pour moi, c'est une question, je dirais quand même de bon sens, mais on peut avoir des avis divergents, mais en tout cas, moi, je te donne mon point de vue. Quand tu as un petit capital à investir, ou que tu démarres, et que tu vas démarrer avec un investissement mensuel, donc restons sur l'idée du petit capital, que tu as 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros. C'est très bien, il faut bien commencer quelque part. Mais donc quand tu as ce petit capital, ça ne sert à rien de partir dans tous les sens, c'est-à-dire d'investir sur plein d'actifs différents. Quand je dis actif, je veux dire type d'actif. Tout simplement parce que tu vas diluer l'impact de chaque actif dans ton portefeuille. Et même si un actif faisait 20 ou 30% de performance, sachant son faible pourcentage dans ton portefeuille et les petits montants, dans tous les cas, ça n'aurait pas un impact énorme sur ton capital. Donc quand on commence et qu'on a un petit capital, il vaut mieux se limiter à un nombre restreint d'actifs bien choisis plutôt que d'aller dans tous les sens. Alors peut-être que tu vas me dire, oui Gabriel, tu parles régulièrement de diversification, que la diversification réduit le risque. Et c'est vrai, la diversification réduit le risque. Cependant, c'est tout à fait possible d'être suffisamment diversifié avec des actifs bien choisis sans partir dans tous les sens. Donc ici, je vais te lister pour moi les actifs
d'actifs de base sur lesquels investir. Je parle donc de type d'actifs. On ne va pas rentrer dans le détail précisément de quel ETF. Encore une fois, si tu veux avoir une liste d'ETF, le détail des ETF sur lesquels investir dans la philosophie que je te propose dans cette vidéo et par rapport aux allocations qu'on va mettre en place, tu as le fichier bonus avec une liste complète d'ETF, de différents ETF. C'est le premier lien dans la description, c'est à télécharger gratuitement. Donc on va commencer par le premier type d'actifs, c'est les ETF actions. Donc, ils sont essentiels parce que, évidemment, c'est eux qui vont t'apporter du rendement. C'est donc indispensable d'en avoir en phase de capitalisation, c'est-à-dire pendant les années où tu fais fructifier ton capital. En même temps, ils font aussi partie des actifs les plus volatiles, c'est-à-dire les actifs les plus risqués. C'est pour cette raison que quand tu investis en ETF actions, tu ne dois pas investir tout sur la même zone géographique, ou tout sur le même secteur, ou sur la même thématique, ou voire même sur la même stratégie. Heureusement, avec les ETF, tu vas être diversifié puisque ce sont des paniers d'actions. Par exemple, si tu investis sur un ETF SP500, tu seras automatiquement diversifié sectoriellement. Idem géographiquement avec un ETF MSCI World. Deuxième catégorie d'actifs de base, ce sont les ETF obligataires. Donc les ETF obligataires, eux, ils sont là pour sécuriser le portefeuille. Alors même s'ils apportent moins de rendement que les ETF actions, ils sont essentiels en raison de leur plus faible volatilité. Car quand tu abaisses la volatilité globale de ton portefeuille, tu diminues l'amplitude des pertes potentielles que tu pourrais subir. Ici, tu as l'exemple d'un backtest de 2 portefeuilles sur 10 ans, 2014 à 2024. Un portefeuille 100% actions en bleu, un portefeuille 80% actions et 20% obligations en rouge. La différence de performance n'est pas très importante, seulement 0,84%. En revanche, il y a 2,5% de différence de volatilité. Ça se remarque bien sur la comparaison des drawdowns, et c'est cette moindre volatilité du portefeuille rouge due aux obligations qui fait qu'il y a si peu de différence de performance sur la même période. Tout simplement parce que moins perdre permet aussi de gagner plus. Les ETF obligataires sont plus subtil que les ETF actions puisqu'il existe différentes catégories d'ETF obligataires qui vont te permettre d'avoir des résultats totalement différents sur ton portefeuille. Les ETF obligataires dits défensifs qui vont te permettre de sécuriser totalement une partie de ton argent, le risque est extrêmement limité mais la performance aussi du coup. Les ETF obligataires résilients qui vont te permettre de résister aux fluctuations des actions car ils sont décorrélés d'avec les actions. Ils ne sont pas très peu volatiles comme les défensifs, c'est juste qu'ils ne fluctuent pas en même temps que les actions, ce qui fait que ton portefeuille ne risque pas de perdre une grosse somme d'un coup, car la baisse des actions sera compensée. Et enfin, les ETF obligataires dits offensifs qui te permettent de faire baisser le niveau global de risque de ton portefeuille, tout en assurant une certaine performance. Dernier type d'actif de base, c'est l'or. Et donc, pour investir sur l'or, on va passer par les ETC or qui vont te permettre d'accéder facilement à l'or sans avoir besoin d'en posséder physiquement avec le stockage et les frais que ça peut engendrer. Alors pourquoi l'or? Tout simplement pour son statut de valeur refuge. L'or a tendance à se comporter différemment des actions, surtout en période de crise, car il est considéré comme une valeur refuge, comme je te disais. C'est pour ça que c'est un très bon outil de diversification dans ton portefeuille. De plus, il est aussi performant. Sur le graphique, tu as le cours de l'or depuis 1999. On voit bien que cette performance est très liée au fait d'être considéré comme une valeur refuge. Depuis 2008, l'or a pleinement profité des périodes d'instabilité. Son rendement est de 9,7% annualisé sur la période. Donc mon conseil quand tu démarres, c'est de partir sur ces 3 types d'actifs, donc ETF rendement, ETF obligataire or, qui vont te permettre de construire un bon portefeuille et qui te permettront aussi d'avoir un rapport entre la performance et le risque que tu vas pouvoir maîtriser en fonction justement de ton horizon de placement. Tu auras quelque chose de bien construit et aussi tu auras évidemment quelque chose qui va te permettre de commencer tranquillement en simplifiant la gestion. Maintenant, quand ton capital va commencer à grandir, là, à ce moment-là, tu as tout intérêt à te diversifier un petit peu plus. Ça va te permettre d'encore plus répartir le risque et ça devient vraiment intéressant quand le capital grandit, comme je te le disais. Tout simplement parce qu'un portefeuille qui équilibre d'un côté avec des ETF et d'un autre des investissements alternatifs non complètement corrélés aux actions, c'est un portefeuille qui aura des pertes moins importantes. C'est d'ailleurs le principe de la théorie moderne du portefeuille développée par Harry Markovitch dans les années 1950, qui repose sur une idée centrale, la diversification efficace, c'est-à-dire comment maximiser le rendement d'un portefeuille pour un niveau de risque donné ou minimiser le risque pour un niveau de rendement attendu. Donc, il démontre qu'il existe une ligne magique qui sépare les portefeuilles intelligents des portefeuilles moyens qu'il appelle la frontière efficiente. La frontière efficiente regroupe les meilleurs portefeuilles possibles. Pour un niveau donné de risque, ils offrent le rendement le plus élevé ou pour un rendement donné, ils prennent le moins de risques possible.
Tout portefeuille en dessous de cette frontière est moins optimisé, soit parce qu'il prend trop de risques, soit parce qu'il ne rapporte pas assez. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure que ton capital grandit, c'est bien de se diversifier. Alors la question que tu peux te poser, c'est à partir de quand? Je dirais que tu peux commencer à faire une première, de commencer à te diversifier au-delà des 3 types d'actifs que je t'ai donné avant, à partir de 30-40 000 euros. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à vraiment élargir, parce que on va complexifier un petit peu la gestion, mais ça devient intéressant par rapport à notre capital qui grossit. Et puis on peut passer une deuxième étape à partir du moment où on arrive à 100-150 000 euros de patrimoine. Donc maintenant je te propose de voir dans cette 5e partie tout simplement les actifs de diversification, puisqu'on est sur une vidéo où tu vas investir 50 000 euros, donc tu vas devoir te diversifier. On va voir ces actifs de diversification au-delà des 3 types d'actifs qu'on a vu dans la partie numéro 3. On va commencer avec les fonds datés. Donc il faut savoir que dans la grande famille des fonds obligataires, c'est-à-dire des supports d'investissement fondés sur un portefeuille d'obligations émises par des États ou des entreprises, il existe différentes formes. Parmi ces formes, tu as les ETF obligataires qu'on a vu avant, donc qui permettent d'investir sur des centaines d'obligations en une seule fois avec des frais fortement réduits mais sans limitation de durée. Tu as aussi les fonds datés qui eux sont créés pour une durée prédéterminée, souvent entre 3 et 7 ans. Un fonds daté, c'est donc composé d'un panier d'obligations qui ont toutes une date d'échéance déterminée, et ces dates d'échéance déterminées sont en général proches de la date d'échéance du fonds lui-même. Ça permet donc de limiter l'impact des mouvements du marché obligataire. Avec un fonds daté, tu perçois tes intérêts régulièrement, ce sont les fameux coupons, et 100% du capital t'est restitué à l'échéance, hors défaut de l'émetteur bien sûr. Il y a donc 2 avantages principaux: une durée d'investissement connue à l'avance, tu sais quand tu seras remboursé, un rendement pas garanti mais prévisible, car tu sais combien d'intérêts tu devrais toucher. Bien entendu, à condition que tu le conserves jusqu'à échéance. Dans tous les cas, je te déconseille de vendre tes parts avant la date d'échéance, car tu risques de le faire avec une décote et de perdre une partie de ton rendement. Donc les fonds datés, c'est une bonne source de diversification quand ton patrimoine grandit, et ajouter, je dirais, une corde à ton arc au niveau de la partie sécuritaire de ton portefeuille. Tout simplement parce que tu vas avoir un rendement stable et prédictible sur une période fixe. Maintenant, si tu veux être totalement décorrélé du marché boursier, pour ta partie sécuritaire, tu peux clairement opter pour des parts de SCPI. Donc les SCPI sont des sociétés qui collectent des fonds auprès d'investisseurs pour les investir dans un portefeuille d'actifs immobiliers, bureaux, commerces, résidences, entrepôts, etc. Elles offrent donc une exposition à l'immobilier locatif sans que l'investisseur ait à gérer directement les biens. C'est-à-dire que quand tu investis dans des parts de SCPI, tu reçois une partie des loyers générés par les biens immobiliers de la SCPI en fonction du nombre de parts que tu as. Il y a pas mal d'avantages, donc contrairement à l'achat d'un bien immobilier en direct, les SCPI te permettent d'investir dans l'immobilier avec un montant beaucoup plus faible. Tu bénéficies de la diversification géographique et sectorielle d'un portefeuille immobilier, ce qui réduit le risque par rapport à un investissement dans un seul bien. Tu n'es pas le seul à investir dans des biens, ce qui mutualise les risques locatifs et fonciers. Et enfin, comme je viens de le dire, ce marché est totalement décorrélé du marché boursier. De plus, les SCPI offrent un rendement assez stable. Depuis 2018, la moyenne se situe entre 4,15 et 4,80%. Donc clairement, l'investissement en SCPI peut être vraiment intéressant pour, encore une fois, ajouter une corde à ton arc, diversifier dans la partie sécuritaire de ton portefeuille. Donc comme je te disais, c'est bien quand on a un patrimoine qui commence à devenir suffisamment important. Sinon, pour moi, c'est pas encore utile, on peut faire plus simple, et aussi si évidemment ton horizon de placement s'adapte à ce type d'investissement. À noter que c'est important de se former, il y a des points importants à connaître au niveau des SCPI, notamment comment gérer la fiscalité qui peut être assez lourde. Et aussi bien choisir ces SCPI parce que le meilleur peut clairement côtoyer le pire. Maintenant, pour se diversifier au niveau de sa partie rendement, on peut évidemment investir sur les crypto-monnaies. Alors on va pas se cacher, quand on investit sur les crypto-monnaies, c'est avant tout pour leur rendement assez exceptionnel. Sur ce graphique, je vous ai comparé sur 11 ans le cours du Bitcoin, l'indice SP500, l'indice Nasdaq 100 et le cours de l'or. Alors même sans avoir les pourcentages de rendement, on voit clairement à l'œil nu que le Bitcoin dépasse et de loin tous les autres. En même temps, il est aussi beaucoup plus volatile. Et ça fait peur, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui voudraient investir dans les crypto-monnaies ne le font pas. C'est parce que justement, elles ont peur de cet actif, elles ont peur de tout perdre. Mais pourtant, c'est un tort. Déjà parce que les crypto-monnaies ne sont pas forcément corrélées aux actions. J'ai essayé de vous le montrer sur un graphique, même si c'était pas évident à voir en raison de la performance beaucoup plus importante du Bitcoin par rapport au SP500. Et surtout, se priver des crypto-monnaies, c'est se priver aussi d'un potentiel de rendement vraiment élevé, si on fait bien les choses. Sur ce backtest comparatif, vous avez l'évolution d'un portefeuille 60-40 classique auquel j'ai ajouté 1, 3 et 5% de crypto. Les résultats n'ont rien à voir. Avec ne serait-ce que 1% de Bitcoin, c'est plus de 50% de capital final en plus.
Et sur un investissement de 100 000 euros, dans un portefeuille 60-40, 1%, c'est 600 euros seulement. Clairement, c'est à réfléchir. Donc si tu veux investir sur les crypto-monnaies, globalement tu as deux grands choix, soit tu investis en direct sur une plateforme d'exchange, mais tu peux aussi le faire plus simplement via des ETN crypto. Donc comme les ETF, ils sont conçus pour suivre la performance d'un indice sous-jacent, donc dans le contexte des crypto-monnaies, un ETN va suivre la performance d'une ou plusieurs crypto-monnaies. Si tu veux en savoir plus sur les crypto-monnaies, je te mettrai un lien dans la description sur une vidéo que j'avais fait si tu veux commencer à investir dans les crypto-monnaies. Dernier type d'investissement qu'on va voir pour se diversifier, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est du financement participatif, ça vient de crowd, la foule ou le public, et funding, le financement. C'est une méthode qui permet de collecter des fonds auprès d'un grand nombre de personnes, généralement grâce à des plateformes en ligne. Les plateformes vont présenter des projets et les internautes vont pouvoir choisir d'y investir si ça les intéresse. Pourquoi investir dans le crowdfunding? Évidemment pour les rendements très intéressants que ça peut apporter en cas de succès du projet. À noter aussi que ces rendements sont sur une période de temps relativement courte et aussi parce que le crowdfunding permet de se diversifier. Cependant, évidemment, il ne faut jamais oublier que des rendements élevés, ça veut dire aussi un risque élevé. Et vraiment, pour le crowdfunding, si tu veux te lancer là-dedans, c'est important aussi de se former. Maintenant, la dernière étape du plan d'action, ça va être tout simplement de te constituer une allocation avec les actifs que tu auras choisis. Donc moi, je vais te donner ici dans cette vidéo deux exemples d'allocation pour ces 50 000 euros. Je précise évidemment que ce ne sont pas des conseils en investissement. Le but, c'est de t'inspirer si tu ne sais pas par où commencer. On va commencer par une allocation assez classique sur un portefeuille 60-40, 60% rendement, 40% sécuritaire. Ici, on parle d'une allocation dont l'horizon de placement peut être 15 ans ou 20 ans. Pour la partie rendement qui présente 60% du portefeuille, on est majoritairement sur un ETF large cap mondial, donc assez diversifié. Mais pour avoir plus de diversification, on peut ajouter un peu de small cap pour se positionner sur d'autres entreprises plus dynamiques et un peu de marchés émergents pour bénéficier de leur croissance. J'ai ajouté un peu d'ETF thématique pour booster la performance du portefeuille. Côté partie sécuritaire, elle est répartie sur 3 pôles. Un ETF obligataire pour baisser la volatilité, un ETC or comme actif de réserve quand les actions chutent et des SCPI pour se diversifier sur l'immobilier et bénéficier de rendements très stables. C'est un portefeuille assez simple avec 7 actifs seulement mais assez complet. Si tu veux avoir tous les détails du portefeuille et les actifs que tu vas pouvoir sélectionner pour remplir à l'intérieur des parties, donc les différents ETF pour chaque catégorie, encore une fois je te rappelle que tu peux télécharger le fichier bonus, c'est le premier lien dans la description et tu auras tout ça version complète. Et tu auras à la fois les allocations, les pourcentages et aussi les actifs que tu peux mettre à l'intérieur, donc les ETF que tu peux mettre à l'intérieur de ces allocations. Le portefeuille suivant, c'est une allocation pour du plus long, donc là à partir de 20 ans ou 25 ans, on est donc sur du 80-20, 80% rendement, 20% sécuritaire. Ce portefeuille est un peu plus complet, sans être vraiment plus compliqué à gérer, 8 actifs. Donc un ETF large cap bien sûr, c'est la base, plus comme tout à l'heure un peu small cap et un peu de marché émergent pour les mêmes raisons. Pour apporter de la performance, il y a également un ETF thématique, mais cette fois-ci j'ajoute également un ETF Smart Beta qui sélectionne ses actions pas uniquement sur le critère de la capitalisation boursière, et puis aussi un peu de crypto-monnaie car l'horizon de placement le permet. Ceci étant dit, je fais une parenthèse pour les crypto-monnaies, ça aurait été tout à fait possible de mettre des crypto-monnaies dans l'allocation précédente, mais c'était pour vous montrer qu'il était possible de faire avec ou de faire sans. Cette fois-ci, la partie sécuritaire est minimum, un ETF obligataire pour baisser la volatilité et sécuriser une petite partie du capital, et un ETC or pour profiter de la baisse des actions. Voilà pour cette vidéo, écoute, j'espère qu'elle t'aura permis de visualiser un petit peu plus clairement comment tu pouvais faire, les étapes que tu pouvais mettre en place et voilà concrètement comment tu pouvais faire pour investir 50 000 euros, à la fois sur la stratégie, à la fois sur déterminer ta stratégie, sur quel actif investir et pourquoi ne pas trop diversifier au départ et ensuite pourquoi plus se diversifier et voir concrètement comment faire et des exemples d'allocations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je te rappelle que si tu veux les allocations complètes avec la liste des actifs exacts que tu peux mettre à l'intérieur, c'est le premier lien dans la description. Tu auras un fichier bonus complémentaire à cette vidéo pour t'aider encore plus et tu pourras tout simplement construire tes allocations avec des éléments très concrets sous les yeux. Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!